Il existe, à l'écart des routes battues et des villes agitées, un lieu que nulle carte ne désigne. Un endroit si discret que même le vent semble y marcher sur la pointe des brises. Là-bas, entre des collines douces, comme des épaules endormies, s'étend un jardin dont nul ne connaît l'origine exacte. On l'appelle le jardin des lanternes endormies. Ce n'est pas un jardin comme les autres. Il n'y pousse ni tulipes rangées, ni rosiers bien taillés. À la place, des herbes hautes bercées par les lucioles, des chemins de mousse et des étangs où flottent des nénuphars de verre. Et surtout, il y a les lanternes. Suspendues aux branches tordues de vieux arbres ou posées à même le sol, elles sont innombrables, toutes différentes, toutes silencieuses. Le jour, elles dorment, recroquevillées dans l'ombre comme des coquilles vides. Mais à la tombée de la nuit, une à une, elles s'éveillent. Leurs flammes ne sont pas ordinaires. Elles ne brûlent pas vraiment. Elles dansent, douces et tièdes, et à ceux qui savent écouter, elles murmurent. Car chaque lanterne renferme un rêve oublié, égaré dans le tumulte du monde éveillé. Rêve d'enfants qui ont grandi, de vieux qui ont oublié, de voyageurs qui ont trop vu. Et au cœur de ce jardin, une âme veille. On l'appelle Lysandre. Il ne dort jamais tout à fait, car c'est lui qui garde les lanternes. Il marche doucement entre elles, les effleure du bout des doigts, les reconnaît une à une comme on reconnaît des amis. Ce soir, une lanterne s'est allumée qui ne s'était plus éveillée depuis longtemps. Sa lumière palpite, hésitante. Lysandre s'approche, pose la main contre le verre tiède. « Tiens donc, » murmure-t-il, « te voilà revenu. » Et l'histoire commence. Le jardin s'était plongé dans son silence nocturne. Seul le craquement léger des branches, sous le poids du souvenir, parcourait l'air. La lanterne qui venait de s'allumer brillait d'un éclat pâle, presque argenté. Sa flamme semblait frémir au moindre souffle, comme si elle hésitait à raconter ce qu'elle renfermait. Lysandre s'assit près d'elle, sur un banc recouvert de mousse douce. Il sortit de sa poche un petit carnet à la couverture d'écorce. C'était là qu'il notait les histoires retrouvées. Il ne parlait jamais fort, cela pourrait réveiller d'autres lanternes, mais il avait une manière de poser les mots dans l'air, comme on pose un châle sur des épaules frêles. Plume de givre? Oui, je me souviens. La flamme grandit doucement, et l'air autour d'eux se chargea d'un froid presque sucré. Le jardin disparut. À sa place, une plaine de neige s'étendit jusqu'à l'horizon. Les pas de Lysandre ne laissaient aucune trace, car il n'était pas vraiment là. Il était témoin, spectateur d'un rêve revenu. Au centre de cette plaine, une petite maison aux murs de bois bleuté. Une lumière dansait derrière la fenêtre ronde. Et devant, assise sur une souche, une enfant. Elle portait un manteau trop grand pour elle, aux boutons de nacre. Ses mains, gantées de laine usée, tenaient une plume. Blanche, très longue. Trop parfaite pour appartenir à un oiseau réel. Elle la faisait tourner entre ses doigts, les yeux levés vers le ciel. « Tu crois qu'elle reviendra ?» demanda-t-elle à voix basse. Personne ne répondit. Mais Lysandre, lui, savait. L'enfant s'appelait Héloïse. Et cette nuit-là, elle attendait. Ce n'était pas la première fois. Chaque hiver, à la même date, elle venait s'asseoir ici, espérant revoir la créature qu'elle avait vue une seule fois des années plus tôt. Un oiseau immense, blanc comme la brume, aux ailes translucides, qui avait survolé la vallée sans bruit et déposé cette plume en tournoyant lentement au-dessus de la neige. Héloïse n'avait parlé de cette vision à personne. Elle avait gardé la plume dans une boîte en fer cachée sous son lit. Mais chaque année, elle revenait, juste pour être sûre, juste pour voir. Et cette fois, quelque chose changea. Le vent se leva, doux mais porteur d'une odeur ancienne, celle de givre et de souvenirs. Dans le ciel, une ombre s'allongea. Lentement, solennellement, l'oiseau revenait,
Et la lanterne, dans le jardin, brillait plus fort. Lysandre resta assis, les yeux fermés, tandis que la lumière de la lanterne argentée s'épanouissait lentement autour de lui. Il n'avait pas besoin de regarder pour voir. Le rêve s'écoulait comme un ruisseau d'hiver, paisible mais profond. Dans la neige immobile, Héloïse avait cessé de respirer un instant. L'ombre planait au-dessus d'elle, immense, silencieuse. L'oiseau glissait sans battre des ailes, comme porté par une force invisible. Ses plumes luisaient d'un éclat opalin et son corps semblait fait de nuages givrés et de lumière de lune. L'enfant se leva, tenant toujours la plume blanche entre ses mains. L'oiseau descendit en large cercle, s'approchant sans un bruit. Son envergure couvrait presque la petite clairière où la maison reposait. Héloïse ne bougea pas. Elle n'avait pas peur. Ce n'était pas un rêve, ou plutôt si, mais un de ceux que l'on porte en soi si fort qu'ils deviennent vrais. L'oiseau se posa enfin, ses pattes effleurant la neige sans la froisser. Il replia lentement ses ailes et son long cou gracieux s'inclina vers la fillette. Ses yeux, oh ses yeux, deux perles d'obsidienne entourées de givre. Sages, tristes, immensément doux. Héloïse s'approcha. Une larme, fine et chaude, coula le long de sa joue. Elle tendit la plume qu'elle avait gardée pendant toutes ces années. « Tu l'avais laissée... » L'oiseau pencha la tête, puis, d'un geste étonnamment délicat, il effleura la main de l'enfant de son bec glacé, et la plume s'illumina. Elle ne brûlait pas, elle ne fondait pas, elle brillait d'une lumière douce et régulière, comme une veilleuse au fond d'un rêve. L'oiseau déploya ses ailes à nouveau, lentement, majestueusement. Puis il s'éleva, sans effort, dans un tourbillon de flocons. Avant de disparaître, il laissa tomber une deuxième plume, mais celle-ci, au lieu de tomber au sol, resta suspendue dans l'air, flottant doucement vers le cœur de l'enfant. Elle la prit et la serra contre son cœur. Dans le jardin des lanternes, la lumière argentée se mit à danser. Lysandre sourit doucement. « Voilà, » murmura-t-il, « ce rêve est revenu à elle. Il peut maintenant dormir paisiblement. » Et la lanterne s'éteignit. Mais dans le carnet, sous la date de ce soir, Lysandre écrivit « Héloïse. » Le retour du givre. 2 plumes, 2 promesses. La lanterne d'Héloïse s'était doucement éteinte, laissant derrière elle un parfum très léger, quelque chose entre la neige fondue et la laine chauffée au coin du feu. Lysandre la caressa une dernière fois du bout des doigts, puis se releva, le carnet toujours ouvert à la page de ce rêve retrouvé. Il marcha lentement entre les allées tissées d'ombre et de lueur, ses pas feutrés par le tapis d'herbes souples et silencieuses. Ici, chaque pas semblait résonner avec un écho intérieur, comme si le jardin lui-même écoutait. Soudain, une lanterne se mit à scintiller. Pas vivement, juste une pulsation, timide, comme un souffle pris au milieu d'un soupir. Elle était suspendue à une branche courbe, au-dessus d'un vieux banc en pierre envahi de mousse verte. Cette lanterne-là était plus petite que les autres, avec un verre bleuté qui diffusait une lumière douce, presque aquatique. Lysandre s'approcha. Il connaissait ce banc. Et cette lumière. « Cela fait longtemps, » murmura-t-il. Il s'assit, le carnet sur les genoux, et leva les yeux vers la lanterne. La lumière ondula doucement, puis le monde autour de lui changea. Il faisait chaud, une chaleur de fin d'été. Autour, un parc baigné de lumière dorée, des feuilles sèches crissant sous des pas invisibles, et sur un banc, très semblable à celui du jardin, un vieil homme et une petite fille étaient assis côte à côte. Le vieil homme avait un regard plein de rides et de tendresse. La fillette, silencieuse, tenait dans ses mains un livre usé. « Tu veux que je te lise un autre poème ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle hocha la tête, et l'homme reprit sa lecture,
lentement, comme si chaque mot était une perle qu'il déposait avec soin. Mais ce n'était pas le poème qu'elle écoutait, c'était sa voix, sa présence, la chaleur de cette main posée doucement sur la sienne. Un moment si simple, et pourtant un rêve en soi. Lysandre observa la scène sans la troubler. Il reconnut la fillette. Elle venait parfois, bien plus tard, déposer des pensées muettes devant la lanterne bleue. Elle ne savait pas que ses souvenirs avaient pris racine ici. Le vieil homme ferma le livre, le posa sur ses genoux. La fillette s'était endormie contre lui, le visage paisible. Et la lumière se fit plus douce encore. Dans le jardin, la lanterne vacilla, puis se stabilisa. Lysandre nota dans son carnet le banc au murmure, un poème lu, une voix gardée. Puis il resta un moment encore, simplement assis là, sous le ciel parsemé d'étoiles lentes. Le silence du jardin était une couverture et la lumière un soupir. Lysandre se leva du banc avec lenteur, comme on quitte un rêve encore tiède. Il referma doucement le carnet, le serra contre lui un instant. Le jardin respirait à peine. Un vent léger passait entre les branches, emportant avec lui une odeur de feuilles sèches, de nuit et d'échos lointains. Plus loin, une lanterne s'alluma, très haute, suspendue à une branche noueuse d'un arbre solitaire. Ce n'était pas un arbre ordinaire. Son tronc était blanc, presque translucide, comme sculpté dans du sel. Et à ses branches pendaient de petits objets, morceaux de verre, perles dépareillées, morceaux de soie nouée, chacun vibrant doucement à la brise, comme les pendeloques d'un mobile oublié. La lanterne brillait d'un vert pâle, à queue comme une algue sous l'eau. Lysandre s'approcha. Il leva les yeux. Et le souvenir s'éveilla. Cette fois, la transition fut douce, coulante, comme une barque glissant sur une rivière calme. Il faisait humide. L'air sentait la pierre froide et la pluie qui n'était pas encore tombée. Une jeune femme, au visage fermé par l'émotion, se tenait sous l'arbre au pendeloque. Elle tenait un sachet de toile entre les mains. Elle hésitait. Puis, sans un mot, elle le suspendit à une branche vide. Il contenait un bracelet, 3 perles bleues, une ficelle tressée. « Pour toi, » dit-elle presque sans voix, « pour ne pas t'oublier. » Et puis elle resta là, longtemps, trop longtemps pour une simple offrande. Elle ne pleurait pas. Elle regardait le bracelet comme s'il allait bouger, parler, revenir. L'arbre vibrait doucement, ses pendeloques tintant à peine. Le souvenir était celui d'un adieu qu'on n'a pas eu le temps de dire. D'un frère disparu trop tôt, parti sur une mer lointaine. Du vent resté silencieux. Et d'un bracelet qui, au lieu de tomber dans l'oubli, était venu s'abriter ici. L'arbre avait tout gardé. Dans le jardin, la lanterne vert pâle pulsa lentement comme un cœur endormi. Lysandre, les yeux brillants, nota l'arbre au pendeloque. Un adieu suspendu. Une fidélité qui tintinabule. Et alors que la lumière de la lanterne se calmait, un souffle plus doux passa entre les branches du jardin, emportant avec lui une odeur de pluie ancienne. Le chemin s'enfonçait entre 2 haies sauvages, là où les fougères frôlèrent les chevilles et les herbes chuchotaient à chaque pas. Lysandre, guidé par une intuition ancienne, suivait sans réfléchir. Dans ce jardin, on n'avait pas besoin de chercher les souvenirs. Il vous trouvait, doucement, avec la patience d'une marée montante. Une lumière douce apparut dans un recoin presque oublié du jardin, derrière un vieux tronc creux, une lanterne au reflet doré, comme une perle enfouie sous le sable. Son verre était trouble, mais des ombres y dansaient, minuscules, légères comme des lucioles enfermées dans un souffle de verre. Lysandre s'accroupit, toucha la lanterne du bout du doigt. Elle réagit aussitôt. Et l'histoire s'ouvrit. Il faisait chaud. C'était l'été. Le genre d'été qui sentait le bois chauffé au soleil et les draps frais. Une clairière petite et intime
battait doucement sous la lumière crépusculaire. Au centre, une cabane faite de planches clouées de travers, de rideaux délavés, de couvertures accrochées au mur. Une œuvre d'enfant, fragile, magnifique. Un garçon y était assis, les genoux contre la poitrine, les yeux levés vers les toiles suspendues au plafond. Il s'appelait Jules. Et cette cabane, c'était son refuge. Chaque soir d'été, il y venait seul. Il ouvrait un vieux bocal et laissait entrer les lucioles. Il les regardait danser, écrire dans l'air des lettres que lui seul comprenait. « Papa, disait-il parfois dans le vide, tu la vois, celle-là? Elle brille un peu comme ton vieux briquet, non? La voix ne tremblait pas, mais l'absence était là, suspendue comme les couvertures de la cabane. Le père de Jules était parti, pas fâché, pas disparu, juste parti trop tôt. Et dans cette cabane, c'était encore possible de lui parler, grâce aux lucioles, grâce à l'air tiède de juillet, grâce au silence qui, ici, n'était pas vide, mais plein de lumière. Ce soir-là, une luciole s'approcha très près. Jules sourit. Il sortit un carnet froissé, dessina un petit point lumineux au crayon. « Celle-là, je la garde pour toi, papa. » Et le rêve se referma. Dans le jardin, la lanterne dorée vibrait doucement. Des éclats minuscules passaient encore dans le verre, comme les dernières notes d'une berceuse. Lysandre soupira doucement et écrivit dans son carnet « La cabane aux lucioles. Une nuit d'enfance. Un dialogue avec l'absence. » Puis il resta là, un long moment, le regard perdu dans la lumière, comme s'il pouvait, lui aussi, voir danser les lucioles. Lorsque Lysandre se releva, le jardin semblait encore plus vaste qu'avant. Les lanternes, silencieuses, formaient un ciel inversé. Il y avait dans cette nuit une densité étrange, comme si les souvenirs pesaient plus que l'air. Il continua sa marche, guidé par une lueur bleutée qui battait doucement près d'un sentier en colimaçon. Au pied d'un vieux muret couvert de lichen, une lanterne pendait à un crochet de fer forgé. Petite, discrète, presque timide. Son verre était si fin qu'il semblait fait de givre. Et pourtant, une lumière douce s'en échappait, pareille au reflet de la lune sur l'eau calme. Lysandre la toucha du bout des doigts. La lumière devint mouvement. La pluie tombait, lente et régulière, sur une ville aux toits sombres. Les pavés brillaient, les gouttières chantaient doucement. Au cœur de cette scène, une femme marchait seule, tenant un parapluie d'un gris profond. Ce n'était pas un parapluie ordinaire, ses rebords étaient rodés d'un fil d'argent, et chaque goutte d'eau y dessinait des cercles de lumière. Elle marchait sans hâte, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Son nom était Clara. Elle revenait toujours ici, à ce même croisement, les soirs de pluie, parce que c'est là qu'il lui avait dit au revoir, un jour de printemps, sans drame, sans larmes, un simple adieu, un de ceux qui se glissent entre les mots, sans bruit, mais qui ne vous quittent jamais. Clara ne savait pas pourquoi elle revenait, peut-être pour sentir à nouveau l'humidité de cet instant, peut-être pour retrouver dans les reflets du parapluie quelque chose de son regard. Elle s'arrêta. La pluie tomba un peu plus fort, et soudain, dans la flaque à ses pieds, une silhouette. Pas réelle, pas présente, juste un reflet. Lui, comme si le souvenir avait trouvé une brèche dans le temps. Clara sourit à peine. Elle savait que ce n'était qu'un mirage, mais elle resta là, un instant. Un battement de cœur. Puis elle reprit sa marche. Le parapluie tremblait un peu, mais sa lumière restait intacte, et la lanterne dans le jardin se fit plus calme, apaisée. Lysandre, les yeux humides, nota dans son carnet. Le parapluie au reflet de lune. Une attente douce, une ombre aimée. Il referma doucement la page, posa une main contre la pierre humide du muret. La pluie, ici aussi, semblait avoir laissé une trace. Le chemin s'élargissait à nouveau, serpentant entre les roseaux et les pierres plates. L'air y était plus humide,
parfumé d'étangs endormis et de feuillages luisants. Ici, le silence n'était pas vide. Il bruissait de grenouilles invisibles, du frôlement discret d'ailes nocturnes. Lysandre approcha d'un petit pont de bois vermoulu, suspendu au-dessus d'un bassin paisible. Sous la surface noire comme l'obsidienne, on distinguait à peine des ombres rondes, des nénuphars, flottants, lents, qui semblaient presque endormis eux aussi. Et juste là, entre deux feuilles d'eau, une lanterne. Elle ne pendait pas, elle reposait, immergée, sa lumière douce pulsant sous la surface comme une perle battant à un rythme ancien. Son verre était orné de filigrane et ses lueurs dansaient lentement comme appelées par la surface. Lysandre s'agenouilla, toucha l'eau du bout des doigts. Le miroir s'ouvrit. Une jeune femme se tenait au bord d'un lac. Ses pieds nus dans la vase tiède, ses mains tenant un vieux miroir à cadre doré. Elle le posait à la surface de l'eau, doucement, comme on offre un secret au vent. Le miroir flotta, puis s'immobilisa. Elle s'appelait Adèle, et ce miroir n'était pas fait pour voir le visage. Il montrait ce qu'on avait perdu, pas ce qu'on cherchait, pas ce qu'on voulait retrouver, mais ce qui, au fond de soi, dormait encore. Un souvenir englouti. Elle s'y pencha et vit un jardin. Celui de son enfance, le vieux portail rouillé, le chien endormi sous la glycine, son grand-père penché sur une cage à oiseaux, elle-même, plus jeune, courant pieds nus entre les allées. Elle vit aussi le jour où tout avait changé, où le jardin avait été vendu, où le chien était parti, où elle avait cessé de croire qu'on pouvait tout garder. Les larmes ne coulèrent pas, mais ses mains tremblaient. Le miroir vibra, puis coula doucement. Adèle ne le chercha pas. Elle resta là, longtemps, les yeux fermés, l'air gorgé de brume. Et dans l'eau, le reflet d'un sourire oublié s'attarda un instant. Dans le jardin des lanternes, celle sous les nénuphars palpitait doucement. L'eau brillait autour, comme si elle pleurait de lumière. Lysandre écrivit dans son carnet. Le miroir sous les nénuphars. Un reflet d'enfance. Un lâcher-prise. Puis il resta là, les genoux dans l'herbe humide, à écouter le clapotis du passé. Le ciel au-dessus du jardin s'était légèrement assombri, non pas par menace, mais comme un rideau que l'on tire pour mieux voir les étoiles. Les lanternes, une à une, semblaient respirer plus lentement. Et pourtant, quelque part au centre du jardin, un éclat plus vif palpita soudain, comme un éclair contenu dans un souffle. Lysandre leva la tête. Il connaissait cette lumière. Elle vibrait plus vite, comme un cœur qui aurait tant attendu pour enfin se dire. Il la suivit à travers une allée de pierres bleues où le sol semblait chargé d'électricité ancienne. Dans une petite clairière cernée de cyprès noueux, un vieux fauteuil reposait, massif, oublié, recouvert de coussins aux motifs de nuages et d'ombres en vol. Une lanterne y était accrochée, suspendue juste au-dessus du dossier. Elle brillait d'un gris profond, striée de reflets dorés comme la lumière avant l'orage. Lysandre s'en approcha. L'air y était plus dense, chargé d'histoires à peine dites. Il tendit la main, et l'orage se souvint. Une chambre mansardée, tapissée de livres, une fenêtre ouverte sur un ciel d'été gonflé de nuages. Un garçon d'une dizaine d'années, debout sur le fauteuil, les bras écartés comme des ailes. « Tu crois que si je saute assez fort, je pourrais voler ?» lançait-il à la silhouette allongée sur le lit voisin. La réponse fut un rire, celui de sa grande sœur, le visage encore fatigué, mais éclairé par la tendresse. « Peut-être, mais il faut surtout croire très fort, » répondit-elle en tendant une main vers lui. Le garçon s'appelait Noé, et cette chambre était leur refuge. Elle s'appelait Léa, et elle passait ses jours d'été à se remettre d'une maladie qui l'obligeait à rester au repos. Alors Noé venait chaque après-midi, avec ses histoires, ses jeux
et ses coussins qu'il empilait comme des nuages pour construire son ciel. Ce jour-là, il avait fabriqué un avion en papier, griffonné de dessins et de vœux. Il le lança par la fenêtre. « Si jamais tu veux voler, lui dit-il, je t'attendrai là-haut, avec les orages. » Léa ne répondit pas. Elle le regardait, les yeux brillants, et le souvenir resta suspendu. Dans le jardin, le fauteuil était vide, mais la lanterne brillait d'une force douce, presque battante. Lysandre écrivit dans son carnet « Le fauteuil au coussin d'orage. Une promesse entre les nuages. Un vol immobile. » Il resta debout, un moment, à écouter le silence. On aurait dit qu'un grondement très lointain passait quelque part dans le ciel. La nuit avançait lentement, étirant son voile parsemé d'éclats de lanternes. Le jardin semblait s'étendre à chaque pas, comme si les souvenirs eux-mêmes ouvraient de nouvelles allées, de nouvelles respirations. Lysandre, guidé par un frémissement doux, s'engagea dans un petit chemin de terre à peine tracé. Il y avait là une étrangeté presque enfantine. Des empreintes de pas, minuscules, s'enfonçaient dans la poussière tendre, et tout le long du sentier, des chaussons, petits, dépareillés, posés ici et là, comme s'ils attendaient encore les pieds qui les avaient portés. Au bout du chemin, une lanterne au verre rosé luisait doucement, suspendue à un fil de soie tendu entre deux piquets de bois. Sa lumière vibrait comme un rire retenu, comme un souvenir qu'on caresse du bout des doigts. Lysandre s'accroupit. Il n'eut pas besoin de toucher la lanterne cette fois. Elle l'invita d'elle-même, et le chemin du rêve s'ouvrit. Une chambre d'enfant, baignée de lumière du matin. Le parquet tiède sous les pieds nus. Une petite fille courait en riant entre les piles de vêtements, essayant d'enfiler une robe trop grande, puis une autre, puis un chapeau, et encore un. Elle s'appelait Clémentine, et chaque matin, elle choisissait une nouvelle vie. Aujourd'hui, elle était exploratrice. Hier, elle était docteur des étoiles. Demain, peut-être, elle serait reine des fourmis. Et chaque rôle avait ses chaussons. Chacun une couleur, un bruit sur le bois, une mémoire cousue dans la semelle. Son grand-père l'observait, assis sur une chaise, un sourire dans les yeux. Il ne disait rien. Il la laissait créer, inventer, courir. Mais dans une boîte à côté de lui, il rangeait les chaussons, un à un, soigneusement. « Tu les gardes ?» demanda Clémentine un jour. Il hocha la tête. « Oui, pour quand tu ne te souviendras plus de toutes ces vies. » Elle haussa les épaules, repartit en courant, un chapeau sur les oreilles et deux chaussons différents aux pieds. Le souvenir s'éteignit en douceur, comme un rire qui s'endort. Dans le jardin, la lanterne rosée brillait encore, mais plus doucement, comme si elle fredonnait. Lysandre nota le sentier des chaussons oubliés, 1000 vies en miniature, et un amour qui se souvient pour deux. Puis, il resta un moment à contempler les petites empreintes dans la poussière. Elle n'allait nulle part, ou peut-être, elle rentrait à la maison. Le vent dans le jardin s'était calmé, comme si même les feuilles avaient retenu leur souffle. Lysandre progressait lentement entre les lanternes endormies, le carnet serré contre lui. Il savait que certaines lumières avaient besoin de temps pour se rallumer et d'autres de silence. Il s'arrêta devant une lanterne très ancienne. Son verre, jauni par les années, était cerclé de cuivre terni. Elle ne brillait presque pas, juste un battement, lent, hésitant, comme un cœur fatigué ou une montre qui retarde. Sur son socle, un petit motif gravé, une spirale encerclée de chiffres flous. Lysandre toucha la spirale du bout des doigts, et le temps se mit à plier doucement. Il faisait gris, une pièce modeste, une lampe à huile, et au centre, une vieille dame assise dans un fauteuil à motifs floraux. Sur ses genoux, une montre à gousset, très ancienne. Elle la remontait lentement, à deux mains, comme on remonte un souvenir. Son nom était Solange. Chaque jour, elle remontait cette montre. Pas pour l'heure.
Elle disait qu'elle la remontait pour ne pas oublier, car la montre battait selon ses souvenirs. Plus je me souviens de lui, disait-elle, plus elle bat. Le lui, c'était Augustin, son mari, parti depuis longtemps, emporté par une brume matinale dans un village que le temps avait effacé des cartes. Mais la montre, elle n'avait jamais cessé de battre, tant qu'elle parlait de lui. Alors chaque matin, elle racontait à voix haute comment il lui avait offert la montre au bord d'un lac, un automne lointain. Comment il s'endormait toujours avant elle, mais respirait comme un chat. Comment il dessinait des oiseaux sur les nappes en papier. Et la montre faisait tic, lentement, mais fidèlement. Un jour, Solange ne parla plus. Elle s'endormit sans mots. Mais la montre battait encore, très lentement, presque imperceptiblement. Juste assez pour dire « Je n'ai pas tout oublié ». Dans le jardin, la lanterne de cuivre émit une pulsation plus vive, comme un soupir chaud dans l'hiver. Lysandre écrivit dans son carnet « La montre qui battait trop lentement ». Une mémoire en spirale, une fidélité au-delà du silence. Il resta là longtemps à écouter ce tic-tac presque invisible, comme une musique qu'on n'entend qu'avec l'âme. Le jardin s'était teinté d'un bleu plus profond, comme si la nuit, par pudeur, voulait se faire plus discrète. Et pourtant, quelque part entre deux peupliers noueux, une lueur plus chaude émergeait lentement, pareille à la première note d'une mélodie à venir. Lysandre reconnut ce halo orangé. Il avait la texture d'un souvenir musical, d'un murmure sur une corde tendue. Il s'approcha, ses pas presque silencieux, attiré par une lanterne en forme de goutte. Suspendue à une arche d'osier, elle brillait doucement, avec des reflets de miel et de bois ancien. À l'intérieur, une flamme vibrante comme un trille suspendu. Lysandre effleura l'arche, et la musique se leva. Un grenier, éclairé par une unique lucarne, poussiéreux et parfumé de vieux papiers et de bois séchés. Un garçon y était assis, les jambes croisées, tenant un violon contre son épaule. Il fermait les yeux, l'archet posé avec tendresse sur les cordes. Il s'appelait Samuel. Il ne jouait pas encore, il se souvenait, car le violon n'était pas à lui. Il appartenait à sa mère, et chaque matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, elle jouait. Des morceaux lents, des airs sans paroles, des souvenirs mis en musique. Elle n'était plus là. Mais le grenier gardait sa mémoire. Samuel avait retrouvé le violon dans une housse usée glissée derrière une pile de carton. Il l'avait ouvert doucement, comme on découvre un secret laissé pour plus tard. Et maintenant, il essayait. Pas pour jouer, pas pour reproduire, pour se rappeler. Il posa l'archet. Une note, faible, puis une autre, faussée, un peu tremblante. Mais l'air autour de lui frissonna, comme si le grenier avait reconnu l'intention. Et lentement, Samuel se mit à jouer. Une mélodie incomplète, mais belle. Un souvenir que ses doigts reconstruisaient note après note. Dans le jardin, la lanterne goutte vibrait à l'unisson. Sa lumière se faisait souffle, battement, rythme lent et profond. Lysandre écouta, immobile. Puis il écrivit dans son carnet. Le violon de l'aube. Une mémoire accordée. Une voix retrouvée sans parole. Il ferma les yeux un instant. Et dans le lointain, très loin, il crut entendre une corde vibrer, doucement comme un merci. Le jardin baignait dans une sérénité dense, comme une chambre encore pleine de sommeil. Les lanternes brillaient doucement, chacune gardant son rythme, comme des cœurs assoupis. Lysandre marchait lentement, son regard effleurant les ombres, à la recherche de la prochaine lumière à écouter. Ce fut une lueur ocre, posée non pas en hauteur, mais tout en bas, à même le sol, comme un galet tiède. La lanterne, petite et ronde, reposait sur une dalle de pierre moussue,
entouré de quelques feuilles sèches. Son verre était patiné, légèrement ébréché à la base, et cela la rendait plus précieuse encore. Lysandre s'agenouilla, posa doucement une main sur le socle. La lumière s'épaissit, et l'odeur du café chaud remonta. Une cuisine baignée par le soleil du matin, l'odeur du pain grillé, du beurre fondu, et sur la table, une tasse blanche, au bord ébréché, posée juste devant une chaise vide. Une vieille dame s'y affairait. Elle portait un tablier à fleurs et chantonnait à mi-voix, une mélodie sans nom. Sur le feu, une cafetière sifflait doucement. Elle s'appelait Madeleine, et cela faisait exactement 20 ans qu'elle préparait 2 tasses chaque matin, même si une seule était bue. Son mari, Émile, aimait son café très noir, presque amer. Il le buvait en silence, regardant le jardin par la fenêtre. Parfois, il parlait peu. D'autres fois, il racontait un rêve qu'il avait fait, ou un souvenir d'enfance, venu sans prévenir. Depuis qu'il n'était plus là, Madeleine avait continué. La tasse au bord ébréché, celle qu'il avait toujours refusé de jeter, parce que, disait-il, elle a le vu tous mes matins, restait là, fidèle, pleine, tiède. Madeleine ne pleurait jamais. Elle parlait à voix basse, posait parfois sa main près de la tasse. Tu sais, aujourd'hui, les oiseaux sont revenus. Le petit rouge-gorge aussi. Et la tasse, chaque matin, gardait le silence. Mais elle semblait écouter. Dans le jardin, la lanterne ébréchée brillait d'un éclat tendre. L'ocre de la lumière avait un parfum de souvenir tiède. Lysandre, d'un geste lent, ouvrit son carnet. La tasse au bord ébréché, une présence en creux, et l'amour qui ne refroidit jamais. Puis il resta là, les yeux fermés, comme pour savourer à son tour une gorgée de ce café invisible. Le sentier s'enfonçait maintenant sous une voûte de branches basses, comme un couloir de feuillage replié sur lui-même. Il y régnait une tiédeur particulière, celle des lieux qu'on n'ouvre qu'à voix basse. Lysandre s'y glissa, sentant l'odeur de terre humide et d'écorce ancienne. À l'ombre d'un vieux saule, tout près d'un recoin pierreux, une lanterne reposait contre une marche d'escalier à moitié effondrée. Sa lumière était verte, douce et veloutée, semblable à celle d'un sous-bois après la pluie. Autour d'elle, posées côte à côte, 2 petites bottes de caoutchouc, rouges, usées, leurs semelles pleines d'histoire. Lysandre s'accroupit, la lanterne cligna doucement et les souvenirs glissèrent. Une maison au bord d'un champ, un dimanche matin détrempé. Un enfant s'agitait dans l'entrée, essayant d'enfiler ses bottes à l'envers, le visage rouge d'impatience. Il s'appelait Théo, et ce jour-là, c'était le jour, celui des flaques. Il existait, dans le champ derrière la maison, un chemin que seul lui connaissait. Il l'appelait la rivière debout, une succession de flaques alignées comme des miroirs tombés du ciel. Son grand-père, en salopette et veste cirée, l'attendait déjà, un seau vide à la main. « On ramasse les étoiles aujourd'hui ?» demanda Théo. Le vieil homme hocha la tête. C'était leur jeu. Chaque flaque avait sa propre étoile. Il fallait sauter dedans, faire jaillir l'eau et y cueillir le reflet qui brillait. Ils passèrent l'après-midi là, trempés, heureux, éclaboussés de rire. Et quand ils revinrent, Théo ôta ses bottes avec fierté, les plaça soigneusement sous l'escalier et dit « Demain, on recommence. » Mais le lendemain, il plut trop, et le jour d'après, son grand-père tomba malade. Les bottes restèrent là. Elles n'avaient plus jamais bougé. Mais le souvenir, lui, avait trouvé le chemin du jardin. La lanterne brillait plus fort maintenant, comme une étoile tombée elle-même dans une flaque. Lysandre nota dans son carnet les bottes de pluie sous l'escalier. Une rivière de reflets. Un jour parfait figé dans le caoutchouc. Puis il regarda les bottes longtemps. Leurs semelles semblaient encore humides de lumière.
Le vent s'était levé dans le jardin, mais pas un vent froid. C'était un souffle doux, chargé de pollen invisible et de murmures oubliés. Lysandre, les cheveux légèrement soulevés par la brise, s'engagea sur une petite allée de gravier fin dont les grains chantaient sous les pas comme une mélodie de coquillages. Une lanterne tournait doucement, suspendue à une branche fine de noisetier. Elle n'avait pas de socle, pas de chaîne solide, juste un fil de papier noué à son sommet, flottant comme une queue de cerf-volant. Sa lumière était pâle, presque transparente, comme si elle n'était là que pour ne pas disparaître tout à fait. En s'approchant, Lysandre vit quelque chose glisser au sol. Une feuille, pliée, froissée, une page arrachée. Il la ramassa, et la lumière s'ouvrit. Une gare de province, le quai vide, un banc et un cahier oublié, posés là, entr'ouverts par le vent. À quelques pas, une jeune femme courait, tirant une valise bancale, les yeux pleins de départ. Elle s'appelait Nina, et dans sa main, il manquait une page. Le vent l'avait volée. Cette page, c'était une lettre. Un mot écrit à la hâte, une pensée laissée inachevée. Quelque chose qu'elle n'avait pas osé dire de vive voix. Elle voulait partir loin, très loin. Mais avant, elle avait écrit à son frère, celui avec qui elle ne parlait plus. Depuis longtemps, trop de silence empilé entre eux. La lettre disait simplement « Je m'en vais, mais je pense à toi. Peut-être qu'on pourra, un jour. » Mais la page s'était détachée, emportée par une bourrasque douce. Elle ne l'avait pas vue s'envoler. Le train partit, elle aussi. La page, elle, flotta. Danse fragile entre les gares et les branches, jusqu'à ce jardin. Là, elle trouva une lanterne. Elle s'y posa, et elle attendit. Dans le jardin, la lumière pâle clignotait encore, comme une attente jamais achevée. Lysandre, avec soin, glissa la page dans son carnet, entre deux feuilles vierges. Puis il écrivit, la page arrachée au vent. Un mot manqué, un lien suspendu. Et il resta debout, longtemps le regard vers le ciel. Peut-être qu'un jour, le vent la ramènerait à son auteur. Oh non, le jardin semblait retenir son souffle. Une pause, une accalmie. Comme entre deux rêves, quand le cœur bat un peu plus fort, sans qu'on sache pourquoi. Lysandre reprit sa marche, contournant une haie de lauriers endormis jusqu'à une petite clairière encadrée de glycines. Là, un vieux perron peint en bleu délavé accueillait les pas du temps. Un fauteuil à bascule y était posé, doucement balancé par une brise que nul autre ne sentait, et juste au-dessus, pendue à un clou rouillé, une lanterne en bois peint, ornée de motifs de fleurs fanées. Sa lumière était tiède, comme un après-midi d'été trop long, un souvenir prêt à basculer. Lysandre posa une main sur l'accoudoir du fauteuil, et le rêve se mit à bouger. Une véranda baignée de soleil. Une vieille femme tricotait lentement, ses doigts usés avançant avec la patience de ceux qui n'attendent de plus. Autour d'elle, des coussins empilés, un vieux poste de radio éteint, une pile de lettres dans une boîte en fer. Elle s'appelait Marguerite, et elle ne bougeait presque plus. Mais chaque jour, elle s'asseyait là, même si ses genoux la faisaient souffrir, même si personne ne venait plus. Elle s'asseyait, elle basculait doucement, et elle attendait. Pas quelqu'un de précis, non, elle attendait le moment, celui où la maison redeviendrait vivante, où les rires remonteraient de la cuisine, où la porte s'ouvrirait sur une silhouette connue, où l'on dirait « Tu te souviens ?» Elle fermait parfois les yeux, et elle entendait encore les pas de son mari, le bruit du vélo des enfants, la radio qui chantait trop fort. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une fidélité, un rythme qu'elle conservait parce que personne d'autre ne le faisait. Et le fauteuil, lui, se souvenait, il grinçait à chaque mouvement. Il parlait dans sa langue de bois. Quand elle s'endormait, il continuait. Et dans le jardin, la lanterne du perron bleu oscillait doucement.
Son ombre dessinait encore la forme d'un fil de laine. Lysandre ouvrit son carnet. Le fauteuil à bascule du perron bleu. Un battement immobile. Une attente sans tristesse. Puis il resta là, un moment, assis à côté du vide. Le fauteuil, sous sa main, bougea à peine. Le chemin devenait plus étroit, envahi par les pouces et les souvenirs. Chaque pas de Lysandre semblait effleurer un écho. Il arriva devant un vieux meuble, presque entièrement recouvert de lierre. Une commode oubliée, perdue, là comme une énigme dans la végétation. Sur le tiroir du milieu, entrouvert, brillait une lanterne minuscule, posée à même le bois. Son verre était irisé, comme une nacre mouillée. Elle brillait faiblement, mais sa lumière vibrait, ondulante, comme l'écho d'une mer lointaine. Lysandre posa la main sur la poignée. Le tiroir glissa, lentement, et les vagues revinrent. Une chambre blanche, un lit d'enfant, une commode pareille à celle du jardin. Une petite fille aux boucles dorées tirait sur la poignée, les yeux brillants de complicité. Elle s'appelait Lou, et ce tiroir-là, c'était son secret. À l'intérieur, des coquillages, de toutes formes, certains gros comme des pommes, d'autres si petits qu'ils logèrent dans une phalange. Chaque coquillage était emballé dans du papier de soie ou glissé dans un mouchoir. Il y en avait 23. Elle les comptait toujours. Son grand frère, parti faire le tour du monde en bateau, les lui envoyait par la poste. Un par mois, parfois avec une carte postale, parfois juste un coquillage. Il disait que chaque coquillage contenait un son du lieu où il l'avait trouvé. Lou les collait à son oreille, un par un. Elle entendait des choses différentes à chaque fois. Le vent, un rire, une chanson lointaine. Le ressac, elle notait dans un cahier ce qu'elle entendait. C'était son journal de mer. Mais un jour, plus de lettres, plus de coquillages, juste le silence. Elle continua à écouter ceux qu'elle avait déjà, encore et encore, cherchant peut-être un signe, une voix, et le tiroir resta toujours entrebâillé. Dans le jardin, la lanterne irisée palpitait à peine, mais son éclat semblait venir du fond de l'eau. Lysandre sortit lentement son carnet. Les coquillages du tiroir secret. Une mère en fragments. Une sœur à l'écoute du silence. Puis il reposa un petit coquillage au fond du tiroir et le referma doucement, comme on borde un rêve. La nuit s'étirait comme un chat fatigué, paisible et silencieuse. Le jardin semblait respirer plus lentement, bercé par le rythme doux des lanternes. Lysandre avançait entre les ombres comme un promeneur d'étoiles, le cœur ouvert à ce qui allait encore s'éveiller. À la lisière d'un massif d'hortensias fanées, il aperçut une lanterne ronde, couleur d'argile, posée au bord d'un grand pot de terre cuite fendue. Sa lumière était chaude, presque cuivrée. Et à côté, partiellement enfouie dans la terre sèche, une clé, ancienne, lourde, couverte de terre et de traces vert de gris. Lysandre la dégagea doucement. La lanterne réagit aussitôt, et l'histoire s'ouvrit. Un balcon en ville, étroit, suspendu au-dessus d'une rue silencieuse. Des pots de fleurs, posés avec soin, chacun contenant une plante modeste, géranium, herbe folle, un petit figuier chétif. Une femme d'âge mûr arrosait doucement une tasse de thé encore fumante posée sur la rambarde. Elle s'appelait Mireille. Elle vivait seule, mais pas vide. Chaque plante avait une histoire. Et dans l'un de ses pots, elle avait enfoui une clé, il y a longtemps. Une clé sans serrure. Une clé que son père lui avait confiée quand elle était enfant, en disant « Garde-la ». Ce n'est pas pour une porte, c'est pour un jour. Elle n'avait jamais su ce que cela signifiait. Elle l'avait gardée dans un coffret, puis dans un tiroir, puis enfin dans un pot de fleurs, là où elle savait qu'elle ne la perdrait pas, mais où elle pourrait l'oublier un peu. Et ce matin-là, sans raison, elle l'avait ressortie. Elle la tint dans sa main longtemps,
le regard perdu dans les toits de la ville. Puis elle sourit. Elle ne comprenait toujours pas à quoi elle servait, mais elle avait l'intuition que ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était qu'elle l'avait gardée, et que ce jour-là, sans que rien ne change, quelque chose s'était ouvert en elle. Dans le jardin, la lanterne d'argile brillait plus doucement, comme si sa lumière venait du fond d'une terre tranquille. Lysandre nota dans son carnet la clé dans le pot de fleurs. Un secret sans serrure, une fidélité à l'inconnu. Et il glissa la clé dans sa poche, sans intention de l'utiliser. Juste pour l'écouter encore, peut-être un jour. Plus loin, dans une zone du jardin où les herbes s'inclinaient comme pour mieux cacher ce qui dormait, Lysandre sentit une atmosphère différente. Comme si l'air lui-même contenait une hésitation, une retenue. Ici, la lumière était moins vive, plus dense, chargée d'un silence épais comme une couverture repliée. Une lanterne était posée à même le sol, adossée à un vieux pupitre de bois incliné. Elle brillait faiblement, comme si elle ne savait pas tout à fait si elle voulait être vue. À côté d'elle, un cahier, fermé, couvert de cuir vieilli, sans nom ni titre. Lysandre s'assit à côté. Il effleura la couverture du cahier, et le silence se fit récit. Une salle de classe vide, des pupitres anciens, des ardoises oubliées. Un rayon de lumière oblique dessinait des carrés dorés sur le parquet. Sur une des tables, un garçon était assis, silencieux. Il écrivait, mais sans encre. Il s'appelait Elias. Ce cahier, c'était le sien. Mais il n'y écrivait rien. Pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il attendait le bon mot. Chaque jour, il ouvrait le cahier, tenait son stylo au-dessus de la page, parfois pendant des heures, et rien. Pas une ligne, pas un point. « Il rêve trop », disèrent les adultes. Mais Elias savait. Ce qu'il voulait écrire, ce n'était pas pour aujourd'hui. C'était pour un jour lointain, flou, où les mots auraient enfin le poids qu'il cherchait. Il ne voulait pas remplir, il voulait révéler. Et alors, parfois, il dessinait. Des spirales, des clés, des yeux. Son cahier était un puits profond. Il le rangeait toujours dans son cartable, puis sous son lit. Et un jour, il l'oublia. Mais le cahier, lui, n'oublia pas. Dans le jardin, la lanterne se fit plus stable. Sa lumière ne s'éleva pas, elle s'enfonça, comme une racine. Lysandre ouvrit le carnet et écrivit. Le cahier aux pages muettes. Un silence d'encre. Une attente pleine de sens. Puis il resta là, les doigts posés sur le cuir. Il ne l'ouvrit pas. Il respecta le silence. Ce n'était pas à lui d'en forcer la parole. Le jardin semblait changer de texture, comme si la nuit elle-même devenait plus dense, plus intime. Lysandre monta une légère pente, ses pas guidés par une odeur douce et troublante, un mélange de lavande sèche, de cire chaude et d'encres anciennes. Là, dans un recoin en hauteur, une petite porte entr'ouverte révélait un escalier de bois vermoulu, montant vers un grenier oublié. La lanterne n'était pas suspendue, mais posée sur une poutre, tout près d'une fenêtre en losange. Sa lumière était ambrée, presque dorée, comme un miel figé dans le temps. En franchissant le seuil, Lysandre respira profondément, et les parfums le prirent par la main. Une pièce sous les toits, pleine de boîtes en carton, de malles entr'ouvertes, de vêtements pendus à des crochets rouillés. L'air y était chargé, mais doux. Pas de poussière agressive, juste un vieux calme. Et partout, des parfums, invisibles, mémoriels. Une femme, la trentaine peut-être, se tenait au milieu du grenier. Elle ouvrait chaque boîte lentement, les yeux brillants, les doigts précautionneux. À chaque ouverture, une bouffée invisible montait, éveillant quelque chose en elle. Le châle de sa mère, une senteur de jasmin et de savon, une pile de lettres attachées par une ficelle, l'odeur d'encre,
de cuir, de thé noir. Une boîte à musique fendue, un arôme oublié de cire d'abeille et de vieux bois. Elle s'appelait Aurélie, et elle était revenue ici, dans la maison de son enfance, pour trier les affaires de ses parents. Mais plus elle ouvrait, moins elle triait. Chaque objet lui parlait, non par des mots, mais par l'odeur. Chaque parfum était une pièce de mémoire, non pas des souvenirs précis, mais des sensations, des instants, des soupirs. Elle s'assit finalement sur une caisse, un flacon vide à la main. L'étiquette effacée. Elle le porta à son nez, ferma les yeux et sourit. Il ne restait rien, mais son corps, lui, se souvenait. Dans le jardin, la lanterne dorée semblait elle-même exhaler un soupir ancien. Lysandre nota, doucement, comme on écrit une formule secrète, le grenier aux parfums enfermés. Une mémoire sans image, une archive du souffle. Il resta là un moment, les yeux clos, respirant l'odeur du passé. En redescendant du grenier, Lysandre se sentit différent. Comme si les parfums du passé avaient imprégné ses pensées, rendant chaque pas plus lent, plus ancré. Il longea une allée étroite, où les lanternes s'étaient tues pour un temps. Mais au loin, entre deux ifs taillés comme des colonnes d'ombre, une lueur discrète brillait, posée sur un banc de pierre. Ce banc, il le connaissait. Il ne payait pas de mine. Un vieux bloc moussu, fissuré au centre, presque oublié par le jardin lui-même. Mais ceux qui s'y asseyaient, disait-on, entendirent des voix qu'ils n'avaient pas entendues depuis longtemps. La lanterne était modeste. Un cylindre de verre, cerclé d'étain, posé comme une offrande. Sa lumière vacillait à peine, mais elle semblait écouter. Lysandre s'assit, et le souvenir vint, sans prévenir. Un petit garçon. Une journée de printemps, il courait entre les deux ifs, poursuivi par un chien au pelage caramel, la langue pendante, les oreilles levées. Le banc, c'était leur halte, leur promontoire secret. Le garçon s'appelait Hugo, le chien Moka. Chaque après-midi, après l'école, ils se retrouvaient là. Hugo racontait sa journée. Moka écoutait, les yeux brillants, la tête posée sur ses pattes. Parfois, Hugo pleurait. D'autres fois, il riait tellement qu'il en tombait du banc. Moka ne parlait pas, mais il répondait, toujours. Puis un jour, Moka ne vint plus. Hugo attendit. Un soir, il apporta la gamelle de Moka, la posa devant le banc, puis s'assit. « T'as le droit de partir, » murmura-t-il. « Mais j'aimerais que tu reviennes au moins dans mes rêves. » Il ferma les yeux. Et cette nuit-là, Moka revint. Pas pour longtemps, juste pour s'asseoir, une fois encore, devant le banc. Dans le jardin, la lanterne du banc se fit plus stable, comme si elle avait entendu un souffle ancien se poser. Lysandre, le regard brumeux, écrivit. Le banc de pierre entre les deux ifs. Une fidélité sans mots. Un rêve qui sait revenir. Puis il resta là, un long moment, le dos appuyé contre la mousse fraîche, les mains ouvertes, comme pour accueillir une présence invisible. Le jardin devenait plus dense, comme si la nuit elle-même s'était mise à marcher lentement, à tâtons, entre les souvenirs. Les lanternes s'éveillaient à intervalles irréguliers, comme des battements de cœur échappés du passé. Lysandre avançait, porté par une lumière pâle et ronde, posée au sommet d'un piédestal de pierre sculptée. C'était une horloge, ancienne, immobile, mais ce n'était pas cela qui attirait l'attention. Elle n'avait pas d'aiguille. Juste un cadran de cuivre, éraflé, dont les chiffres semblaient avoir fondu, glissés au bord du cercle comme des gouttes de cire. La lanterne reposait en son centre, là où les aiguilles auraient dû se croiser. Sa lumière battait doucement. À contretemps, Lysandre posa sa main au sommet du cadran, et le silence devint mémoire. Un atelier d'horloger, rempli de mécanismes suspendus, de roues dentées, de ressorts minuscules. L'air y sentait l'huile fine et le métal chauffé.
Un homme, penché sur un établi, tenait dans ses mains une montre ouverte. Il portait des lunettes épaisses et une loupe glissée devant l'œil droit. Il travaillait lentement, avec une attention d'orfèvre. Il s'appelait Martin, et il ne réparait pas le temps, il l'écoutait. Sa spécialité, c'était les montres cassées, celles que plus personne ne voulait, celles qui s'étaient arrêtées sans raison. Chaque arrêt a une histoire, disait-il. Il notait dans un carnet l'heure exacte à laquelle chaque montre s'était figée. Puis il interrogeait les gens. Que faisiez-vous à ce moment-là? À quoi pensiez-vous? Souvent, les réponses étaient le flou, mais parfois, c'est à cette heure-là que je l'ai vu partir. C'est à ce moment que j'ai entendu sa voix une dernière fois. C'est là que j'ai décidé de rester. Alors, Martin n'essayait pas de remettre les montres en marche. Il les laissait comme elles étaient. Il ôtait parfois les aiguilles. Disait qu'ainsi, elles n'étaient plus prisonnières d'un seul instant. Elles devenaient des témoins, des compagnes, des repères flottants. Son atelier était rempli de ces horloges muettes. Mais aucune n'était morte. Elle vivait autrement. Dans le jardin, la lanterne posée sur l'horloge brillait avec régularité, sans indiquer une heure. Juste un souffle. Lysandre ouvrit lentement son carnet, l'horloge sans aiguille, un temps suspendu, un respect du silence. Puis, il resta debout, un moment, le regard posé sur ce cercle sans aiguille. Il n'avait jamais vu l'heure passer si justement. Le jardin semblait, à cet endroit, devenir intérieur. Comme si les feuillages s'étaient refermés en forme de mur, que les branches hautes dessinaient un plafond invisible. L'air avait changé. Il portait une odeur de tissu ancien, de bois ciré et de laine oubliée. Lysandre suivit une allée pavée de galets plats jusqu'à un petit meuble abîmé, à moitié dissimulé sous une cloche de feuillage. C'était une boîte à couture, large à compartiments avec des poignées en laiton patiné. Et sur son couvercle, posé sans attache, une lanterne au verre striée comme une bobine de fil. Sa lumière oscillait, non pas en intensité, mais en couleur, entre le bleu d'un ruban fané et le beige du lin ancien. Lysandre souleva doucement le couvercle, et les souvenirs se dévidèrent. Une table ronde, dans un salon lumineux, une femme d'un certain âge, entourée de tissus, d'épingles, de ciseaux aux poignets fleuris. Elle tenait un petit carnet entre ses mains, pas un carnet de patron, un carnet de voix. Elle s'appelait Suzanne, et dans ce carnet, elle notait les histoires que chaque tissu lui racontait. Ce morceau de dentelle, c'était le col de la robe de mariage de ma sœur. Elle riait si fort que le bouton a sauté. Ce bout de velours, il vient d'un vieux manteau que j'ai mis tout un hiver pour me donner du courage. Elle cousait peu, en vérité, mais elle collectionnait, conservait, raccommodait des souvenirs plus que des vêtements. Et dans la boîte à couture, chaque compartiment était une mémoire pliée. Un jour, une petite fille entra, les yeux curieux. « Tu fais quoi, mamie? »« J'écoute les tissus. Tu m'apprendras? » Suzanne hocha la tête et lui tendit une aiguille dorée d'usage. « Commence par ce carré de toile. Il n'a jamais rien dit à personne. Peut-être qu'il t'attendait. » Dans le jardin, la lanterne vibrait à présent comme une voix basse et rassurante. Lysandre ouvrit son carnet, le carnet dans la boîte à couture. Des tissus qui murmurent, un héritage cousu main. Puis il referma doucement le couvercle, caressant le bois du bout des doigts. Une fine pelote de fil s'était détachée et resta à ses pieds comme un fil d'Ariane pour le retour. Le jardin s'était fait presque liquide. Les feuilles luisaient d'une rosée imaginaire, et chaque pas de Lysandre semblait effleurer la surface d'un rêve. Au détour d'un chemin sinueux, il tomba sur une petite commode bancale, presque invisible sous une treille chargée de clochettes bleues. Elle n'avait que 3 tiroirs,
Mais un seul attirait l'attention, celui du milieu, entr'ouvert, d'où dépassaient des coins de papier comme si quelque chose cherchait encore à se dire. Au-dessus, une lanterne, minuscule, posée à plat comme une veilleuse. Sa lumière était pâle, comme celle d'un matin gris où l'on espère encore un rayon. Lysandre tira doucement le tiroir, et les mots oubliés commencèrent à parler. Un bureau au fond d'un appartement silencieux, une lumière d'hiver. Un homme, la cinquantaine peut-être, écrivait à la plume sur de petites cartes postales. Il écrivait lentement, posément, en appuyant un peu trop fort sur les points. Il s'appelait Adrien. Chaque carte portait le nom d'une personne qu'il n'avait jamais osé revoir. Un frère éloigné. Un ami perdu de vue. Un amour éteint sans colère. À chacun, il écrivait un mot, un souvenir, une anecdote tendre, une pensée fugace. Mais il ne postait jamais rien. Les cartes s'accumulaient dans le tiroir, classées par ville, par prénom, par époque. Il les relisait parfois, se demandait s'il devait, puis refermait le tiroir. Ce n'était pas de la peur, c'était une forme de pudeur. Il se disait, ils savent sûrement déjà, ou ce n'est plus le moment, ou je les porte en moi. C'est suffisant, non? Et pourtant, chaque mot était un départ jamais pris. Une porte entrebâillée. Un cœur tendu sans adresse. Dans le jardin, la lanterne brillait un peu plus. Elle semblait attendre une main, un oui, une étincelle de courage. Lysandre resta longuement penché sur les cartes, les yeux humides, le cœur comme froissé. Puis il nota, le tiroir aux cartes postales jamais envoyées, des adieux en suspens, une tendresse contenue, et il laissa une carte à son tour, vierge, dans le tiroir, juste pour dire « Je comprends ». Le jardin semblait maintenant se refermer un peu, comme s'il voulait garder pour lui les derniers rêves. L'air était devenu plus dense, empli d'un calme particulier, celui qui précède les aurores ou suit les grandes confidences. Lysandre marcha sans bruit jusqu'à une alcôve formée de branches entrelacées, presque comme un berceau végétal. À l'intérieur, un rideau pendait, vieux, décoloré, mais brodé avec une précision touchante. Des noms, des prénoms surtout, de toutes les écritures, de toutes les mains. La lanterne était suspendue juste derrière le tissu, de sorte que sa lumière passait à travers les lettres brodées, les faisant danser sur les feuilles autour. Lysandre approcha sa paume du tissu, et les noms commencèrent à murmurer. Une chambre d'hôpital, une femme assise sur un fauteuil à bascule, un carnet sur les genoux. Autour d'elle, des morceaux de tissu, des étiquettes, des fils colorés. Elle s'appelait Hélène, et elle avait commencé ce rideau il y a bien des années. Au début, c'était pour les enfants, les siens, ceux des autres. Elle cousait leurs prénoms sur le tissu, une manière de leur donner une place, même brève, même infime. Puis elle avait continué, pour ceux qui n'étaient restés qu'un instant, pour ceux qui n'avaient pas eu de mots, pour ceux dont on ne parlait pas. Chaque nom, disait-elle, est un souffle, et chaque souffle mérite une trace. Elle ne pleurait pas, elle cousait. Quand ses mains tremblaient trop, elle dictait, d'autres cousaient pour elle. Et un jour, elle s'est arrêtée. Non pas parce que le rideau était fini, il ne l'était pas, mais parce qu'elle sentait qu'il était complet, dans son incomplétude. Le rideau fut roulé, conservé dans un vieux coffre, jusqu'à ce qu'une lanterne le réclame. Dans le jardin, la lumière filtrait encore à travers les noms, comme une prière silencieuse. Lysandre effleura le tissu, lut quelques lettres, la gorge serrée. Puis, il écrivit. Le rideau cousu de noms chuchotés, une mémoire tissée, une reconnaissance sans bruit. Et il resta là, comme pour écouter chaque nom une fois de plus, dans le murmure doux des lanternes endormies. Un frisson doux parcourut le jardin. Ce n'était pas le froid.
C'était l'approche d'un souvenir si fin, si délicat, qu'on aurait cru pouvoir le briser d'un souffle trop fort. Lysandre marcha à pas feutrés jusqu'à une vieille étagère adossée à un arbre tordu. Sur l'étagère, des livres, tous usés, tous sans titre. Et entre deux couvertures de cuir, à demi dissimulées, une enveloppe. Froissée, cachet effacé. Rien d'écrit dessus. Mais posée là, comme si elle attendait depuis longtemps qu'on la retrouve. La lanterne, minuscule, était nichée juste derrière, entre deux livres ouverts. Sa lumière avait la couleur du papier ancien, de l'encre qui a vécu. Lysandre toucha l'enveloppe, et les mots scellés reprirent vie. Une bibliothèque silencieuse. Des rayonnages jusqu'au plafond. Une jeune femme rangeait des ouvrages, méthodiques, concentrés. Dans ses gestes, quelque chose de tendre, comme si chaque livre était un être vivant. Elle s'appelait Amélie. Et depuis des mois, elle déposait des lettres entre les pages. Pas au hasard. Elle choisissait un livre, le feuilletait, et là, à la page d'un passage qu'elle aimait, elle glissait une lettre. Anonyme, une lettre à un inconnu. Elle écrivait ce qu'elle aurait voulu lire, ce qu'elle ne pouvait dire, ce qui n'était pour personne, et pourtant, pour quelqu'un. Peut-être pensait-elle que quelqu'un tombera dessus, et que ce jour-là, ses mots seront les bons. Elle ne signait jamais, mais chaque lettre était une offrande. Elle n'en parla à personne. Ce fut son rituel, sa manière d'exister en creux. Et un jour, elle déposa une lettre entre les pages d'un livre sur les jardins anciens. Elle y écrivit simplement « Si tu trouves ceci, c'est que tu avais besoin d'entendre que tu n'es pas seul. » Le livre fut emprunté, puis rendu, mais la lettre n'était plus là. Dans le jardin, la lanterne vibra doucement, comme si quelqu'un venait tout juste de refermer le livre. Lysandre, les doigts encore posés sur l'enveloppe, nota. L'enveloppe glissée entre les pages. Des mots pour personne, des espoirs suspendus. Puis, il rangea l'enveloppe à sa place, referma les livres lentement, comme on borde un enfant. La nuit était presque immobile à présent. Les lanternes éclairaient par pulsations lentes, comme des souffles réguliers dans une chambre endormie. Lysandre longea un sentier bordé de buis, taillés et d'ombres épaisses, jusqu'à un renfoncement de pierre, presque comme une scène oubliée. Là, sous un auvent effondré de lierre, un piano à queue dormait. Recouvert d'un grand drap blanc, ses contours à peine visibles, comme un géant endormi sous un manteau d'hiver. Une lanterne était posée, juste au-dessus du clavier, à la lisière du silence. Sa lumière oscillait au rythme d'une mélodie que seul le cœur pouvait entendre. Lysandre s'approcha, souleva doucement le drap, et les notes se réveillèrent. Un salon ancien, silencieux. Les rideaux tirés, la lumière filtrant en halo doux. Une femme aux cheveux d'argent, droite devant le piano, les mains posées sur les touches sans les enfoncer. Elle ne jouait pas encore. Elle s'appelait Cléa. Pendant 30 ans, elle avait joué chaque soir à la même heure. Pour elle, pour lui. Et même après son départ, elle avait continué. Une note, puis une autre. Toujours la même pièce, toujours les mêmes accords, un fil de musique tendu entre le présent et l'absence. Mais un jour, elle avait recouvert le piano, non pas par oubli, mais pour reposer les souvenirs. Elle disait, même les chansons ont besoin de sommeil. Et pourtant, certains soirs, elle venait. Elle soulevait un coin du drap, posait ses doigts sur l'ivoire tiède. Et sans un mot, elle jouait. Pas longtemps, juste assez, pour que l'air se rappelle de son timbre. Dans le jardin, la lanterne vibrait doucement, chaque pulsation comme une touche enfoncée dans un silence complice. Lysandre resta là, debout, le drap encore dans la main. Puis, il le reposa avec soin, comme on couvre un rêve. Dans son carnet, il écrivit « Le piano à queue, recouvert de drap. Une musique en veille. Une mémoire qui respire en accord. » Et il resta un moment à écouter. Rien.
Ou peut-être, justement, tout ce que la musique ne disait pas. Le jardin semblait à présent baigné dans une clarté de veille, comme si la nuit elle-même s'approchait de sa fin, mais sans hâte. Les ombres s'étaient adoucies, les feuilles ne remuaient plus, tout n'était que murmure. Lysandre longea un muret effondré jusqu'à une petite stèle de bois rongée par le temps. Sur elle, délicatement pliée, reposait un mouchoir, ancien, fait main, un carré de tissu jauni par les ans, ourlé de dentelles fines. En son coin, on devinait une broderie, mais le fil, effacé par les lavages, ne laissait plus qu'une silhouette de lettres. La lanterne était posée juste au-dessus, accrochée à un clou rouillé. Sa lumière oscillait, fragile, presque timide. Elle semblait, elle aussi, brodée de souvenirs. Lysandre frôla le mouchoir, et la mémoire s'ouvrit en silence. Un banc de gare, un soir de pluie. Une femme jeune, trempée, un sac sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Elle tenait le mouchoir dans ses mains, le serrait, le tournait, le regardait sans le voir. Elle s'appelait Jeanne. Ce mouchoir, c'était tout ce qu'elle avait gardé de sa grand-mère. Il avait été cousu pour elle, enfant. Son prénom brodé en fil rouge au coin. Un objet modeste, banal pour certains, mais pour Jeanne, un talisman. Elle l'emportait partout, pas par superstition, par tendresse, comme si le tissu pouvait absorber ses peurs, retenir ses larmes, parler pour elle quand elle n'avait plus les mots. Ce soir-là, elle partait loin, trop loin, sans adieu. Elle savait qu'elle n'aurait plus d'occasion. Alors, avant de monter dans le train, elle posa le mouchoir sur le banc et murmura « Tu sauras me retrouver ». Le mouchoir resta. Le fil s'effaça peu à peu. Mais son souvenir, lui, trouva le chemin du jardin. Dans la lumière douce de la lanterne, on devinait encore l'ombre des lettres, comme une voix chuchotée depuis très loin. Lysandre écrivit, le mouchoir brodé d'un prénom effacé. Une tendresse simple. Une trace plus forte que le fil. Puis il replia le tissu doucement et le reposa à sa place. Il savait qu'il n'était pas perdu. Il attendait. Plus Lysandre avançait, plus le jardin semblait s'adoucir, comme s'il reconnaissait en lui quelqu'un qui écoute vraiment. Les lanternes, désormais plus rares, semblaient veiller avec une attention particulière, comme de vieux amis qui savent que la fin approche. Mais qu'elle n'est pas triste. Tout au fond d'une allée bordée de buis ras, il trouva une lanterne isolée. Suspendue à une branche d'un arbre mort, dont les racines sortaient de terre comme des veines figées, elle brillait avec une intensité presque obstinée. Pas violente, mais persistante. Cette lanterne-là ne voulait pas s'éteindre. Lysandre s'en approcha avec lenteur. Il s'assit simplement au pied de l'arbre et attendit. Il n'eut pas besoin de toucher. La lanterne parlait déjà. Un hôpital, une chambre aux murs blancs, un vieux monsieur allongé, les yeux mi-clos, respirant lentement. À son chevet, une infirmière veillait, une main sur la couverture, l'autre posée doucement sur son poignet. « Vous devriez vous reposer », lui dit-elle. Mais il sourit, faiblement. « J'attends encore un peu. » Il ne parlait plus beaucoup, mais chaque mot avait un poids de saison. « Qu'attendez-vous » demanda-t-elle sincèrement. Il regarda vers la fenêtre, où le ciel passait du bleu au doré. Juste un peu plus de lumière, pas un visiteur, pas une lettre, pas une dernière chanson. Juste cette lumière qu'il aimait tant, celle du soir, quand tout se teinte de miel et que même les souvenirs se taisent pour mieux se laisser ressentir. Et elle vint. Un rayon, simple, oblique, silencieux. Il le reçut sur le visage comme un cadeau. Puis il ferma les yeux, et la respiration se fit lente, puis paisible. Mais la lanterne dans le jardin continua de briller. Elle n'attendait pas d'être éteinte. Elle attendait d'être regardée. Juste un peu, juste assez. Lysandre,
Les mains posées sur ses genoux, la contempla longtemps. Puis il écrivit. La lanterne qui ne voulait plus s'éteindre. Une dernière lumière, un adieu sans fermeture. Et il murmura, très doucement, comme on remercie le ciel. Tu peux rester allumé encore un peu. On t'écoute. Le jardin n'était plus qu'un soupir de lumière. Les lanternes, une à une, s'étaient calmées. Il en restait quelques-unes, discrètes, comme des lucioles attendant la fin d'une chanson. Lysandre marchait lentement, ses pas crissant à peine sur un tapis de feuilles. Il connaissait la fin proche, mais il ne se hâtait pas. Dans ses derniers pas, il y avait encore des histoires à recueillir. C'est alors qu'il vit, juste au bord du chemin, une paire de chaussures, petites, simples, usées par le temps, posées côte à côte, comme si quelqu'un les avait quittées là, sans bruit. À côté, une lanterne basse, presque couchée sur la terre, luisait d'un éclat doux couleur de lait chaud. Lysandre s'accroupit devant les chaussures. Il les effleura, et le passé s'ouvrit sans bruit. Une route de campagne, au printemps. Un enfant marchait, seul mais pas triste. Il avançait à petits pas, parfois sautillait, parfois s'arrêtait pour ramasser une pierre, une feuille, une idée. Il s'appelait Rami. Ce jour-là, il avait décidé de marcher jusqu'au bout du monde. Non pas pour fuir, ni pour chercher, juste pour marcher. Parce qu'il en avait rêvé, parce qu'on lui avait dit que le bout du monde n'existait pas, et qu'il voulait en avoir le cœur net, il marchait depuis longtemps. Ses chaussures frottaient un peu, ses chaussettes glissaient, puis il s'arrêta. Il vit un champ immense, couvert de fleurs jaunes, et au milieu, un arbre. Parfait, solitaire. Il s'y dirigea, lentement, puis s'assit à son pied. Il ôta ses chaussures, les posa côte à côte, et regarda le ciel. Ce moment-là devint éternel. Il n'alla pas plus loin. Il n'en eut pas besoin. Il avait atteint quelque chose. Pas le bout du monde, mais le milieu de lui-même. Dans le jardin, la lanterne couchée sur le sol brillait un peu plus, comme pour dire « c'est ici que l'on s'arrête ». Pas parce qu'on ne peut plus avancer, mais parce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait sans le savoir. Lysandre, la gorge nouée, écrivit « Les chaussures laissées au bord du chemin ». Un voyage intérieur, une halte définitive. Puis il posa ses doigts sur les lacets noués et dit simplement « C'était assez, le jardin n'était plus qu'un souffle ». Toutes les lanternes dormaient à nouveau, leur lumière à peine visible sous le voile doux de l'aube qui approchait. Mais au centre, là où tous les sentiers finissaient par mener, une lanterne brillait encore. Elle était différente, plus grande, plus ancienne, suspendue à un arc de pierre couvert de mousse. Autour d'elle, un petit cercle de bancs, de pierres lisses, de coussins oubliés. C'était là que tout commençait et que tout revenait. Lysandre y arriva sans bruit. Il connaissait ce lieu. Il y venait rarement, seulement quand le jardin l'appelait lui aussi. La lanterne battait d'une lumière profonde, presque vivante. Elle ne contenait pas un rêve oublié. Elle les contenait tous. Il s'assit en face, les mains sur ses genoux, le carnet refermé. Et il écouta. Ce qu'il entendit, ce n'était pas une histoire, c'était un tissage. Une voix faite d'autres voix, des fragments, des visages, des odeurs, des objets, des silences. C'était la somme des pas, des choix, des absences, des présences. Un jardin entier de lanternes, et lui, gardien de leur respiration. La lanterne centrale ne racontait rien. Elle était le récit. Elle pulsait au rythme des souvenirs retrouvés et de ceux qui dormaient encore, quelque part dans le monde. Lysandre ferma les yeux. Il posa doucement son carnet sur la pierre devant lui. Il le laissait là, pas pour toujours, juste pour un moment, pour que le jardin l'accueille, pour que d'autres rêves s'y déposent comme la rosée sur les feuilles. Et quand il se leva, il ne dit rien.
Il n'avait pas besoin. Le jardin savait. La lanterne resta allumée encore un peu, puis se calma, non pas pour s'éteindre, mais pour mieux veiller. Merci d'avoir marché ce jardin avec moi. Merci d'avoir suivi chaque lueur, chaque souffle, chaque souvenir retrouvé entre les branches et les pierres. Les lanternes sont à nouveau endormies maintenant, bercées par le silence qui suit les histoires. Le carnet est refermé. La nuit touche à son terme. Mais tu sais, le jardin restera là. Invisible peut-être, mais jamais loin. Chaque fois que tu fermeras les yeux, il suffira d'écouter. Un froissement de pages, une odeur oubliée, une lumière douce au fond du cœur, et le jardin des lanternes endormi te retrouvera. Merci d'avoir voyagé avec nous. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à notre canal pour d'autres rêves murmurés dans la nuit. Et maintenant, ferme les yeux, respire doucement et dors bien. Que tes rêves soient tissés de lanternes paisibles, de souvenirs tendres et de chemins qui ne mènent qu'à la lumière. Bonne nuit, voyageur.